Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Ce soir, je reçois le professeur Youssoufou Ouedraogo. Youssoufou Ouedraogo qui vient nous présenter son dernier ouvrage paru aux éditions CEPRODIF et intitulé « Citoyenneté, civisme et enseignement général, gestion des coefficients de la discipline et des crises ». Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Votre ouvrage que vous avez publié après un tout autre premier ouvrage assez emblématique, Le vivre ensemble au-delà du slogan, nous parle un peu d'un certain nombre de problèmes que vit l'école aujourd'hui. Pourquoi essayer de scruter le problème de l'intérieur? En tant que citoyen, parent d'élèves, parent d'étudiants et acteurs internes du système, on pense peut-être avoir un regard qui peut intéresser le citoyen moyen. Et parce qu'on questionne, on pose des questions sur la citoyenneté, mais peut-être qu'on ne remonte pas suffisamment sur les causes au départ, les fondements au niveau basique, notamment au niveau de l'enseignement général. Peut-être qu'il y a certains qui sont déjà prépositionnés à ce niveau-là, en fonction de la gestion de la discipline notamment. Bon, la question des coefficients aussi, bon, dans un enseignement de base général, aux frais de tous les contribuables, bon, j'ai pensé que peut-être ce n'était pas tout à fait indiqué de privilégier une potentialité cognitive plutôt qu'une autre. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas pour toute la vie. Tout à fait. Donc, du primaire, de la maternelle en troisième, on peut considérer que toutes les potentialités cognitives sont identiques. On fait en sorte que chacun s'approprie son potentiel. Mais on ne l'oriente pas vers une potentialité en particulier. Je pense que le système fait ça actuellement. Et à mon avis, ça porte préjudice à la confiance qu'on peut avoir en soi quand on veut s'installer dans une société. Donc, vous questionnez les modes d'acquisition des connaissances, mais bien au-delà, vous essayez de revoir un peu sur quoi est fondé le système éducatif burkinabé. On manque de sérénité parce qu'on manque de confiance. Et c'est ça qui me semble poser problème, parce que dès lors que certaines personnalités ont constaté qu'il était plus facile, et tout le monde peut le constater, qu'il est parfois plus facile à quelqu'un qui n'a pas fait le système de s'installer en tant que citoyen pour faire du commerce, pour faire une activité, c'est plus facile pour eux que pour les diplômés. Parce que les diplômés manquent de confiance en eux, je pense. Et je me dis que si dès la base, quel que soit, si vous êtes un bon artiste, un bon athlète, que vous puissiez vous approprier ce talent, que vous puissiez vous y attacher, quel que soit alpha. Maintenant, à partir du secondaire, de la seconde maintenant, comme il y a des coefficients, enfin comme il y a des séries, chacun peut aller là où il pense être le meilleur. Mais oui, avant ça, mais pour vous, professeur, est-ce que c'est lié un peu au système français dont nous avons hérité? Certainement, ça part de là. Et ça a fixé des habitudes et peut-être aussi autre chose qui font que c'est difficile de le faire bouger. Parce que je me souviens, j'avais expliqué ça à des jeunes qui me demandaient, mais comment on va faire? J'ai dit, mais est-ce qu'il y a un crime à considérer que tous les coefficients sont identiques? Dessin, comment je vais dire, gymnastique, maths, histoire, géo, il n'y a aucun problème à les considérer tous au même coefficient, à la base, encore une fois. C'est au départ. Voilà. Comme ça, celui qui est bon en dessin, il reste fier de cette discipline, et ça lui permet d'accéder au moins à la troisième. Maintenant, de là, il va choisir là où il peut faire son dessin. Est-ce que là, on ne craint pas un nivellement par le bas? Non, c'est pourquoi je dis c'est à la base. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de niveler quoi que ce soit, il s'agit de ne pas étouffer les potentialités des uns et des autres. Parce qu'en privilégiant une potentialité, on étouffe les autres. Alors qu'il faut laisser les autres s'épanouir. Et après, chacun va là où il peut s'en sortir le mieux, à partir du secondaire. Si bien que, étant intellectuel, quand on le voit souvent réfléchir, raisonner, on est en droit parfois de se poser beaucoup de questions. D'autant plus que la façon d'appréhender les problèmes sont souvent différentes des systèmes. Quand on va dans le système anglo-saxon, c'est carrément différent. On suit des jeunes qui sont là, qui font des choses extraordinaires, qui n'ont pas fait l'école, mais ils ont confiance en eux. Parce que dès la base, ils n'ont pas été complexés parce que, bon, ils ont dû mettre tous leurs efforts sur une discipline particulièrement survalorisée ou surcotée. Ils ont mis l'accent sur ce qu'ils ont comme potentiel. Oui. Et quand on regarde votre livre,
est scindé en deux parties. Donc, dans la première partie, vous disséquez un peu le système éducatif, vous essayez d'en montrer un peu ses limites par rapport à l'acquisition des connaissances, mais vous allez au-delà pour parler aussi de ce qui peut être source de crise, ou même les crises que ce système peut avoir, surtout au niveau du supérieur. Absolument. Encore une fois, ça part de la base. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et dès lors que l'élève trimballe une frustration quelconque, que ce soit sur le plan disciplinaire, que ce soit sur le plan cognitif, ça reste en lui de façon latente. Et ça n'attend qu'une occasion pour s'exprimer. Et parce que parfois, quand je regarde, quand j'observe sur le campus, parfois la violence des propos, ça va au-delà de la crise qu'on constate. Donc, manifestement, il y a autre chose qui semble exalter ou potentialiser, enfin, pour ne pas utiliser un mot savant, qui semble accroître un peu le ressenti au niveau de ces jeunes-là. Donc, pour vous, comme certains veulent le faire croire, ce n'est pas une crise de valeur? Moi, je ne parle pas de crise de valeur. Je peux parler peut-être de crise d'expression de valeur. Parce que dans mon approche des valeurs, les valeurs sont humaines, un point, un trait. Voilà. Maintenant, dans l'ordonnancement de ces valeurs, qu'est-ce qu'on met en premier et qu'est-ce qu'on met en second, il peut y avoir des difficultés. Mais dès lors que, parce qu'actuellement, ce qui me paraît, ce que j'ai essayé de faire ressortir, j'ai l'impression que tout accule les gens vers l'usage du rapport de force. Vous regardez au secondaire, bon, les gens sont forts, ils se fichent pas mal, enfin, excusez-moi, ils ne s'occupent pas trop d'appliquer le règlement intérieur. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire leur impression personnelle, leur façon de gérer directement les conflits, etc. Et en dehors du règlement intérieur qui définit comment on doit sanctionner quelqu'un. Alors que dans ces conditions, la sanction perd toute légitimité. Si pour appliquer une sanction, vous ne respectez pas les règles qui sont édictées par le même document pour dire comment on sanctionne, la sanction n'a pas de valeur pédagogique. Et l'élève, il n'a pas la force, son parent non plus. Donc, il va garder ça comme ressenti négatif en lui. Et si ça s'accumule, le jour où il aura l'occasion, ça va s'exprimer. Et vous le dites dans le livre, dans la première partie, lorsque vous disséquez un peu le système éducatif, vous revenez un peu sur la question de la gestion de la discipline, où finalement, c'est comme s'il y a une sorte de laisser-aller aujourd'hui. C'est là, le paradoxe est là. Parce que récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a un élève qui a été renvoyé. Quand on regarde les faits, il méritait d'être renvoyé. Mais il est parti en justice, il a gagné son procès et on était obligé de le reprendre. Oui. Voilà. Et ça, c'est un mauvais message. Voilà. Il aurait fallu respecter les textes et il n'y aurait rien eu à redire. Et dans beaucoup de situations, ceux qui auront le culot d'aller en justice, il y a des chances qu'ils gagnent. Enfin, pour moi, c'est un risque. Il y a un risque qu'ils gagnent leur procès. Et en ce moment, on envoie un mauvais message aux autres. Donc, il faut respecter la réglementation. On dit pour sanctionner, on fait ceci, on fait. Il faut le respecter. C'est difficile, c'est vrai. Oui, mais pour le cas de cet élève, j'ai cru comprendre que les organisations syndicales sont vent debout contre les autorités qui refusent d'appliquer une décision de justice. Personnellement, je pense que les syndicats ils ont mieux à faire que... Parce qu'ils ne sont pas garants de l'application des décisions de justice. À mon avis, bon, ils peuvent se prononcer, ça, c'est pas mais il y a mieux à faire pour les enseignants que ça. Parce qu'on a repris l'élève, et encore une fois, c'est un mauvais message. Parce que, enfin, on ne l'a pas appliqué selon les règles, et on a créé une situation où un mauvais message est renvoyé aux gens. Voilà. C'est ça qu'il faut craindre. Oui. Et vous insistez sur cette gestion de la discipline en rapport avec la situation nationale où c'est aujourd'hui inquiétant. Oui, parce que je me dis, c'est encore une fois, ce qu'on met dans l'esprit des enfants, c'est que c'est le rapport de force qui compte. Puisque c'est parce que vous avez un rapport de force que vous le sanctionnez en dehors des dispositions prévues pour ça. C'est parce que vous avez le rapport de force. Donc lui aussi, c'est dire, le jour où il a le rapport de force, pourquoi il va s'en tenir à une convention quelconque? Puisqu'on lui a appris à dire que bon, ben, si on a le rapport de force, on peut se passer de ce qui est convenu. Donc le jour où ils ont le rapport de force, ils se passent de ce qui est convenu. Et de façon limpide, parce que chez eux, il n'y a pas de rature dans l'application de certaines choses. Voilà. Et finalement, vous arrivez à la conclusion sur cette question de la discipline que pour
la qualité de la gestion de la discipline scolaire ne détermine pas du tout, certes, mais elle n'est pas indifférente quant au devenir civique des élèves et des individus. Donc, le fait d'avoir cette posture, je suis un civique alors ne doit pas avoir... Parce que c'est leur quotidien. Pour eux, c'est comme ça. Combien de fois des gens ont dit à des jeunes, tant que je serai là, ça sera comme ça, en dehors de toute disposition réglementaire. Tant que je serai ceci ou cela, va où tu veux, etc. etc. L'élève, il l'intègre et il attend le jour où il aura le rapport de force aussi. Parce que le rapport de force n'est pas éternellement fixé pour quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Et l'autre drame, c'est que ce n'est pas forcément la réponse qu'il va apporter va s'exprimer dans l'établissement. Ça peut être ailleurs. Comme il dit, c'est craché, en sachant que ce que vous avez craché là, ça ne va pas tomber sur vous, mais quelqu'un d'autre a craché ailleurs, ça va venir tomber sur vous. Donc ça fait que l'élève que vous avez sanctionné injustement, il garde ça en lui et ça s'exprimera n'importe, ça peut s'exprimer n'importe, je ne dis pas que ça s'exprimera à coup sûr, mais ça peut s'exprimer n'importe où, n'importe quand. Donc ça peut être dans une situation latente. Voilà. Y compris quand il sera étudiant, quand il sera citoyen ordinaire, quand il est dans une autre établissement, etc. Et professeur, finalement, on fait quoi alors? On respecte les règles. On a dit pour sanctionner un élève, en ce qui concerne pour sanctionner un élève, il y a un règlement intérieur qui décrit comment on sanctionne. Avant, à notre temps, pour envoyer un élève, c'était le ministre. Après, c'est devenu le directeur régional. Actuellement, c'est le directeur provincial. C'est-à-dire le conseil de discipline propose la sanction au directeur provincial qui tranche. C'est ça qu'il faut appliquer. Je conviens que c'est difficile, mais là n'est pas le débat. Il faut prendre des textes applicables. Si vous constatez que cette procédure est trop et inapplicable, vous la réalisez, c'est tout. Mais vous ne la gardez pas et puis vous passez outre pas des astuces. Voilà. Et j'ai vu un témoignage que j'ai reçu après le livre, un établissement où on demande aux parents de s'engager, le parent et l'élève s'engagent à accepter les sanctions. Bon, ça veut dire derrière, pourquoi quelqu'un va s'engager à accepter une sanction, si la sanction n'est pas arbitraire? Donc c'est une façon d'ouvrir la voie à beaucoup d'arbitraires par derrière ça. En ce moment, les parents ne peuvent pas se plaindre. Il est tenu moralement, c'est vrai, mais le ressenti, il ne peut pas l'étouffer éternellement. Et donc, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous allez sur la question des universités, surtout les universités publiques, où vous essayez de disséquer davantage ces crises que ces universités ont connues. Et pour vous, ce sont les conflits qui sont devenus aujourd'hui des fins en soi et non des outils de dépassement et de de tension. Oui. Ça, c'est la mauvaise habitude qu'on a, peut-être mis dans l'esprit des gens, encore une fois, liée aussi à des influences d'ordre pouvant être d'ordre idéologique, etc., etc. Parce qu'un conflit a ce qu'on appelle une valeur agonistique. On a une tension. La tension peut être dépassée sans conflit ouvert ou forcément avec un conflit ouvert. C'est le rôle du conflit comme ça. Donc, il ne faut pas aller au-delà et puis vouloir retourner le conflit et générer des conflits, amplifier des conflits qui auraient pu trouver solution sans bagarre. Ce que vous avez appelé la bagarre permanente. Voilà. Puisque là, on a l'impression que certains veulent... Bon, je connais un peu la mentalité, je suis passé par là. On veut la tension. On cherche, quand c'est calme, ce n'est pas intéressant pour certaines fois. Donc, on crée les tensions. Maintenant, avec les influences idéologiques, ça amplifie encore plus. Puisque là, les gens sont dans une posture où c'est une posture pratiquement irréconciliable. Parce que quand les gens parlent de lutte de classe, et de révolution armée, etc., je vois mal comment vous pouvez recevoir quelqu'un qui vient pour négocier avec vous. Il écrit ailleurs qu'il va vous détruire par une insurrection armée, etc. Et il vient discuter avec vous, mais vous êtes obligé de calculer. Vous ne pouvez pas lui exiger d'être naïf, honnête, alors que vous lui dites chaque fois que vous allez le détruire par la violence. Nous sommes dans la lutte des classes, voilà. Tout en sachant également que c'est difficilement applicable à notre société. Mais les gens y croient et ils se comportent comme si. Voilà. Parce qu'il y a une difficulté théorique réelle dans la compréhension, surtout au niveau des organisations de masse. Oui, et là vous évoquez le cas par exemple de l'ANEB. Oui. L'exemple que j'ai pris, c'était une menace d'exclusion de l'ANEB de toutes les instances de l'université à l'époque.
parce qu'ils auraient rapporté des propos faussement, etc. Et j'essaie d'expliquer que ce n'est pas les propos rapportés faussement qui est le problème, c'est les propos rapportés qui est le problème. Parce que si vous participez à une instance, l'instance décide de quelque chose. Chacun a dit ce qu'il a à dire et l'instance a décidé quelque chose. C'est cette chose-là seule. Donc on doit s'en tenir à ce devoir de réserve. Voilà. Maintenant, ce que les uns et les autres ont dit, on n'a pas à mettre ça publiquement sur la place publique. Que ça soit rapporté correctement ou pas, faussement. Voilà, ça ne doit pas être rapporté sur la place publique. C'est un manque, ça traduit un manque d'argumentation. Parce que la seule décision qui s'impose, c'est ce que l'instance a décidé. Donc c'est pourquoi j'avais expliqué aux autorités universitaires à l'époque, enfin, c'était une tribune, que la faute, ce n'est pas d'avoir rapporté faussement, mais d'avoir tout simplement rapporté des propos. C'est ça qu'ils doivent s'atteler à empêcher. Voilà. Et j'ai expliqué aussi par la suite, toujours dans l'esprit des sanctions injustes, parce que les sanctions qu'on projetait, c'était des sanctions qui n'étaient fondées sur aucun texte. Donc, ça allait être le rapport de force. Oui, et professeur, pour vous, est-ce que ça nécessite aujourd'hui qu'on ait une sorte d'état généraux de l'enseignement pour arriver à purger toutes ces crises récurrentes qu'on connaît depuis près de 2 décennies maintenant dans les universités, sinon plus? Donc vous savez qu'en 2003 ou c'est 2004, il y a eu les états généraux, il y a une tribune qui explique. Et j'avais dit que on va se retrouver à l'allure où ça avait été organisé, dans une demi-génération ou moins, on va se retrouver encore à faire des états généraux pour que l'université retrouve son lustre d'antan. Et on dit, on ne sait même plus de quel antan on parle. On ne sait pas si c'est antan-là, c'est il y a 10 ans, il y a 20 ans, on ne sait plus. Voilà. Parce que les états généraux, tels que ça avait été organisé, ont été biaisés. Dès les préparatifs jusqu'à la fin, ça a été biaisé. On ne pouvait pas aborder les vrais problèmes. Et ce n'était pas... Ça veut dire, c'est ce que la tribune essaie d'expliquer. Bon, on a beaucoup de travers, de biais dans la gestion de la chose publique. Bon, vous ne pouvez pas... J'ai parlé un peu de la crise de vice, de légitimité. Vous ne pouvez pas faire des forums où vous réunissez des gens. En dehors de ceux qui ont leurs enfants, il y en a qui ont leurs enfants dans les universités publiques. Ces gens n'ont pas eu leur mot à dire. Beaucoup n'ont pas leurs enfants dans les universités, peut-être même pas au pays. Et ces gens ont eu leur mot à dire. Donc, quelque part, ils décident sans subir les conséquences. Alors que si vous êtes un décideur, vous prenez une décision dans ce genre de situation, il faut que vous en subissiez en bien et en mal votre décision. Là, quand vous allez prendre... Vous allez peut-être un peu mieux, mais si vous décidez et puis c'est les autres qui subissent les conséquences, on ne peut pas avancer avec ça. Oui. Voilà. Et donc, dans ces conditions où parfois le politique peut entraver un peu le bon sens dans la gestion des choses, comment on peut gérer ces crises? Il faut déjà qu'au niveau des organisations de masse qui sont sur les campus, ils évitent d'aller trop loin dans les questions de lutte de classe, les questions de révolution, etc. Ce n'est pas de leur ressort. C'est du ressort des partis politiques, puisqu'ils ne sont pas dans la conquête et la gestion du pouvoir. Donc, ça doit être subsidiaire. Il faut qu'ils reprojettent en avant les préoccupations des étudiants et le reste va découler de là. Actuellement, j'ai l'impression qu'on a inversé. Les préoccupations politiques ont pris le dessus et les préoccupations vitales des étudiants sont devenues subsidiaires. Sur le plan idéologique, ça se comprend. Dans une approche partidaire, enfin de parti, ça se comprend. Mais dans une approche d'organisation de masse qui regroupe des étudiants du MPP, de tout ce qu'on veut, etc., c'est une approche qui limite la capacité de mobilisation aux seuls partisans idéologiques. Ça veut dire pour pouvoir mobiliser au-delà du cercle idéologique, il faut que Donc pour vous, il faut sortir de cette attitude clivante. Voilà, il faut sortir de ça forcément. Voilà. Sinon, ça va être difficile pour une autorité de négocier sans calculer, quoi. Parce que, voilà. Sans oublier qu'aujourd'hui, quand on parle de lutte des classes, dans une même famille, on a des avocats, on a des banquiers, on a des prolétaires, on a tout le monde. Bon, c'est des expressions martiales. Bon, au niveau des jeunes, c'est bien, quoi. Ça montre qu'on est déterminé, qu'on est convaincu, etc. Mais au résultat, ce n'est pas efficace. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Parce qu'on voit que, quand même, malgré la combativité de nos étudiants, les conditions de vie se dégradent depuis tout le temps. Voilà. Alors qu'on ne peut pas les reprocher de ne pas se battre. Tout à fait. Voilà. Donc il y a peut-être un problème de stratégie, de tactique à revoir pour inverser les priorités. Peut-être que ça donnait de meilleurs résultats qu'actuellement. Bon, je n'en sais rien, je spécule. À partir de mon expérience, j'essaie de voir
je vois que depuis 20-30 ans, on se bat très bien, tout et tout, mais ça dégringole toujours en termes de conditions de vie. Peut-être qu'il faut changer, je ne dirais pas de fusil d'épaule, mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Voilà, ouais. il faut remettre en cause. Voilà, il faut remettre en cause quelque chose. Ne s'y est pas. Voilà. Et donc, professeur, votre livre donne cette opportunité de poser le problème clairement de la discipline et aussi du civisme dans les universités, mais aussi dans le système éducatif aujourd'hui. Absolument. Est-ce que la situation est inquiétante? Elle est d'autant plus inquiétante que il y a une difficulté du débat public, une difficulté réelle du débat public. Voilà. Comme chez ceux qui font de la psychologie sociale, on dit que devant l'exemple de la Covid a montré ça. Les gens sont plus la plupart à ce qu'on appelle le mot stupide. On ne connaît rien d'un sujet, mais on a des convictions, on a des croyances sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. C'est qu'on a eu le mot stupide. Voilà. Beaucoup, on en est là, et il faut qu'on descende pour maintenant recommencer à acquérir les informations, les choses, pour pouvoir raisonner correctement. Mais tant qu'on sera dans le monde stupide, on est exposé. Voilà. Puisque dès lors que vous ne connaissez pas un sujet, vous avez une croyance, et vous tenez à ce que cette croyance détermine des comportements, ces comportements ne vont rien donner. Enfin, l'histoire de Madagascar n'est pas loin. Sur la base d'une croyance, c'est bien que le monsieur soit patriote, qu'il essaie de trouver des solutions à l'africaine. Mais il faut des bonnes solutions à l'africaine. Après, il s'est retrouvé en retard dans la lutte contre la maladie, parce qu'il a dit, buvez ça, vous serez guéri, etc. Il a même exporté dans d'autres pays. Voilà, des choses comme ça. On est à ce niveau-là, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on descende rapidement, avant maintenant de relancer le vrai débat, à partir de savoir, à partir de choses comme ça. Mais pour vous, qui doit avoir la charge de ce débat public? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une sorte de démission sur toute la ligne. La démission est liée justement à ce monde stupide-là. Si vous me suivez sur Facebook, vous sentez que je suis plus rare maintenant qu'avant. C'est à force d'être raillé par des gens qui ne connaissent rien des sujets. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être insensible. Même si vous avez raison, c'est désagréable que des gens vous tombent à bras raccourcis sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Donc, vous vous retirez du débat, vous vous réservez pour les endroits sécurisés pour vous. Les panels, des choses comme vous, c'est contrôlé. Mais les débats publics larges, vous méfiez. Voilà. Oui, on a même comme l'impression qu'au Burkina, de plus en plus, les gens, comme vous le dites, ne s'approprient pas ce débat public. Ils essaient d'y participer juste pour la forme. Est-ce que ce n'est pas de la mise en scène? Donc, malheureusement, c'est ceux les débatteurs qui cherchent plus à flamber, ils ont de l'auditoire. Et ils influencent une bonne opinion publique, particulièrement de jeunes. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Voilà. Les intellectuels doivent s'approprier des nouveaux outils de débat public, notamment les réseaux sociaux. Mais c'est tellement difficile actuellement que, beaucoup préfèrent se cacher. Ils suivent ceux qui ont la témérité d'y aller, de l'un à l'autre. Quand vous les rencontrez, j'ai vu ton excédent. Voilà, c'est des choses comme ça. Démocratie à haut débit. Voilà, c'est comme ça. On va peut-être en faire notre diarrhée un jour et revenir à la réalité. C'est des outils, c'est des bons outils. Mais comme tout nouveau outil, l'image c'est quoi? C'est comme si on invente l'automobile qui peut faire 500 km à l'heure avant le corps de route. Donc vous imaginez un peu les dégâts que ça peut provoquer. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Il n'y a pas encore les codes et ça bombe à pleine vitesse. Merci à vous, professeur Youssoufou Ouedraogo, d'être passé nous présenter votre ouvrage Citoyenneté, civisme et enseignement général, avec comme pour sous-titre Gestion des coefficients de la discipline et des crises. C'est paru aux éditions C'est Prodif. C'est où on peut le trouver à Ouaga? Il y en a dans Mercury, à Diakfa, la librairie universitaire et dans les stations Total. Parce que c'est l'éditeur qui distribue, particulièrement dans les stations Total. Voilà. Moi aussi, j'ai quelques exemplaires de temps en temps au bureau, ceux qui connaissent le site. Voilà. Merci à vous d'être passé nous présenter cette œuvre. Merci et ce serait avec plaisir qu'on vous retrouvera une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie parce que ce sont les rares occasions qu'on a pour parler un peu de nos œuvres. En tout cas, merci pour l'invitation.
Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Une fleur comme toi, elle n'a sa place que dans mon jardin. Finis d'abord le travail.